Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, 10 000 hommes supplémentaires en Centrafrique. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine entrera ainsi dans sa pleine capacité opérationnelle au premier trimestre 2015. L'armée camerounaise passe à l'offensive dans la région de l'extrême nord. L'aviation militaire camerounaise a frappé pour la première fois des combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Ce dernier avait pris d'assaut un camp militaire frontalier du Nigeria. La Côte d'Ivoire espère la poursuite des avancées économiques. L'objectif du gouvernement d'en faire un pays émergent d'ici 2020 se dessine notamment grâce à la mise en œuvre de réformes et de grands projets d'infrastructures. Mais avant de développer ces titres, liberté provisoire refusée à Karim Wade. Ce lundi, au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'a pas répondu positivement à la demande des avocats de l'ancien ministre sénégalais. Ces avocats en avaient pourtant fait la demande, estimant que 20 mois en prison étaient déjà suffisants. La libération de Karim Wade présente des risques trop grands de perturbation de l'ordre public, selon la Cour. Les juges se sont fondé entre autres sur les bruyants soutiens du fils d'Abdoulaye Wade à chacune de ses apparitions au tribunal. Je vous le disais en titre, la MINUSCA atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015, une pleine capacité qui permettra d'assurer la sécurité et permettre d'aller résolument vers la paix et la réconciliation nationale. Les forces s'attelleront en effet à la création d'espaces de sécurité sur l'ensemble du territoire, comme nous l'explique Birama Saounera. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015. Ceci permettra à la MINUSCA d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle dans ce pays, en proie à un conflit armé depuis plus d'1 an. Déployée en septembre dernier avec pour mission de consolider la paix fragile que connaît le pays, la force militaire onusienne compte bien aller au bout de sa mission. Les perspectives sécuritaires pour 2015 seraient encourageantes à condition que les responsables hiérarchiques des groupes armés encouragent leurs combattants sur la voie de la paix. Nous aurons à partir du début 2015, à l'horizon février-mars, la totalité de nos forces. Quelques 10 000 hommes prêts seront à l'œuvre. Cette pleine capacité nous permettra d'assurer pleinement la sécurité et surtout de suivre les conclusions qui seront prises lors du forum de Bangui afin de permettre à chacun d'aller résolument vers la paix et la réconciliation. La montée des violences inquiète les dirigeants en République centrafricaine. C'est la raison pour laquelle ils appellent à une accélération du processus de paix et de réconciliation. Nous devons accélérer le processus de sortie de crise dans notre pays. Nous devons résolument avancer sur les questions de sécurité et de justice. En dépit des améliorations enregistrées, la situation sécuritaire reste précaire. Ainsi qu'en témoignent les incidents survenus à Bangui au mois d'octobre dernier et ceux déplorés dans plusieurs de nos localités ces dernières semaines. La communauté internationale qui nous accompagne attend surtout de nous des signaux forts sur les questions politiques et institutionnelles, notamment en ce qui concerne le processus du dialogue national inclusif. Pour trouver une solution à la crise politico-sociale que traverse le pays, un forum est prévu en début février 2015 à Bangui. Cette rencontre devra concrétiser les accords de cessation des hostilités de Brazzaville et constituera une étape indispensable avant les élections de 2015. Le tribunal ordonne le retrait de la candidature de Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, la justice a rejeté ce lundi 29 décembre la candidature de l'ex-président à la tête du Front populaire ivoirien. L'argument principal avancé est l'exigence d'une demande manuscrite qui ne figure pas dans les dossiers de candidature de ce dernier. La défense a d'ores et déjà indiqué qu'elle interjetterait appel. Une telle procédure qui serait suspensive et repousserait de 1 ou 2 mois la tenue du 4e congrès du Front populaire ivoirien. Mais comment a été accueillie cette décision au sein du parti? Élément de réponse avec Alafé Wakili, directeur de l'Intelligent d'Abidjan. Au sein du FPI, c'est clair qu'il y a le groupe d'Affination qui a applaudi, qui a estimé que la justice a dit le droit, parce qu'il était question de voir si les textes internes au FPI ont été respectés. Et la justice a dit que la norme consistant à demander entre autres une lettre manuscrite n'est pas dans les textes du FPI. Mais lorsque le comité d'organisation a proposé
cette procédure-là, le comité de contrôle l'a entériné. Le comité de contrôle a validé cette procédure. Donc, il fallait qu'il y ait une lettre manuscrite pour pouvoir valider la candidature de Laurent Gbagbo. Cette lettre manuscrite étant absente, il faut rejeter la candidature. Ça a été accueilli de façon positive par les partisans d'Affinessa. Bien entendu, ceux qui sont dans la logique de Gbagbo ou rien sont totalement mécontents. Pour eux, Affinessa est allé trop loin. Maintenant, entre les deux camps, il y a quelques modérés, quelques observateurs qui proposent toujours que les deux parties s'asseyent pour discuter, pour trouver une solution en interne et échapper à la justice ivoirienne. Au Cameroun, le drapeau de Boko Haram n'aura flotté que quelques heures à Ashigashia. Cette localité qui abrite un camp militaire camerounais avait été prise d'assaut par des combattants du groupe terroriste. Peu de temps après, l'armée camerounaise a lancé une contre-offensive qui lui a permis de reprendre le contrôle de la région. Salih Ghanem. Le groupe armé nigérian Boko Haram a assiégé le camp militaire d'Ashigashia au Cameroun ce dimanche 28 décembre. Des milliers de personnes ont dû fuir la région face au combat intense entre les islamistes et l'armée camerounaise. Attaqués par un nombre massif de combattants, les militaires ont dû se replier dans un premier temps avant de contre-attaquer avec l'aviation militaire. Ils ont fait appel aux chasseurs bombardiers pour prendre le dessus sur le groupe armé. C'est la première attaque aérienne utilisée contre Boko Haram. Un élément important est à souligner quand même, c'est celui de l'activation de la composante air, ce que le Cameroun jusque-là n'avait pas encore fait depuis le début de la guerre contre Boko Haram. L'activation de la composante air est un élément essentiel, ce qui donne d'ailleurs un avantage stratégique décisif à la puissance militaire camerounaise face à Boko Haram, parce que Boko Haram ne dispose pas encore d'une composante aérienne. Donc Boko Haram est une nébuleuse, même si elle a une capacité militaire importante au sol, elle ne dispose pas encore de l'ensemble des éléments nécessaires pour mener une guerre de cette intensité. En activant sa composante aérienne, le Cameroun a non seulement réussi à repousser Boko Haram, mais également à reprendre le contrôle du camp militaire. Toutefois, la guerre n'est pas terminée. La nébuleuse armée est loin d'être définitivement vaincue, le contrôle des territoires camerounais représentant un élément stratégique pour eux. Boko Haram a une capacité de mobilité stratégique qui est largement supérieure à celle des armées conventionnelles. Donc, au cours de ces derniers jours, avant la prise de contrôle du camp militaire d'Ashigashia, Boko Haram a ouvert le feu sur plusieurs fronts espacés de près de 5 à 6 kilomètres, ce qui n'a pas rendu la tâche facile à l'armée camerounaise. Donc le fait d'activer la puissance militaire aérienne montre aussi la nouvelle capacité de nuisance, la montée en puissance de cette capacité de Boko Haram face aux troupes au sol. Pour faire face aux agissements du groupuscule extrémiste, le Cameroun doit se doter dorénavant de plus de moyens financiers et logistiques, tout en espérant que la guerre contre Boko Haram devienne véritablement une affaire de tous. En République démocratique du Congo, la session extraordinaire du Parlement a ouvert ce samedi 27 décembre jusqu'au 26 janvier. Les députés doivent examiner notamment des projets de révision de la carte électorale, mais aussi de la loi électorale, un projet qui divise l'Assemblée puisqu'elle pourrait venir modifier la législation actuelle sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. L'opposition redoute que les autorités en profitent pour lever les dispositions légales qui empêchent le président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat en 2016. Écoutons à ce propos Freddy Kita Boukoussou, secrétaire général de la démocratie chrétienne. Le pouvoir de M. Kabila est aux abois, raison pour laquelle il cherche à tout prix à contourner l'article 220 qui limite le mandat présidentiel. Comme vous le savez, on a dénoncé plusieurs fois la volonté du pouvoir en place de changer la Constitution. Comme il y a eu trop de pression, maintenant ils veulent contourner en mettant en place l'ONIP, donc l'Office national d'identification. Et là maintenant, ce qui est vraiment dommage, ils ont convoqué une session extraordinaire de rien du tout pour proposer quelques modifications concernant la loi électorale que nous jugeons d'ailleurs de nul et de sans effet parce que nous sommes allés en 2011 aux élections. M. Kabila, à chaque fois qu'on s'approche vers les élections présidentielles ou générales, il cherche toujours à modifier la constitution ou la loi électorale pour son avantage.
La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste mouvement de réformes qui semble porter ses fruits. En témoignent les taux de croissance atteints depuis 2012 qui tendent vers les 10%. Les raisons nous sont en partie expliquées par Kessie Webi-Martel. Au plan économique, la Côte d'Ivoire enregistre des résultats satisfaisants avec un taux de croissance pour 2014 prévu à 9%. C'est dans cette dynamique que le budget 2015 a été établi à 5 000 milliards de francs CFA. Un tiers de ce dernier sera d'ailleurs consacré à l'investissement et à la réduction de la pauvreté. Le budget 2015 prévoit une dotation de 164,6 milliards de francs CFA pour l'agriculture, notamment à travers les subventions pour le secteur coton, la filière risicole, et une dotation de l'ordre de 13 milliards de francs CFA a été inscrite spécifiquement pour des dépenses ciblées sur l'emploi. La Côte d'Ivoire figure parmi les top 5 des pays au taux de croissance le plus élevé au monde. Dans l'objectif de passer à une croissance à 2 chiffres, de grandes infrastructures économiques sont sorties de terre en 2014. Au premier rang, le pont Henri Konan Bédié, inauguré le 16 décembre dernier. D'un coût de 152 milliards de francs CFA et long de 6,7 km, ce pont devrait permettre de désengorger la capitale économique ivoirienne. Le troisième pont étranger, précisément, ça nous arrange bien. Parce que quant à moi, si la route est bien faite, ça nous donne davantage de clients et notre activité, ça va beaucoup marcher. Pour aller plus loin, la Côte d'Ivoire ambitionne également de dynamiser l'un des piliers de son économie nationale, le secteur cacao. En plus de sa position privilégiée dans la production, la Côte d'Ivoire entend mettre tout en œuvre pour se hisser à la première place dans le domaine de la transformation de la matière. Le pays a annoncé qu'elle achèterait 70 à 80% de la récolte anticipée afin d'assurer la stabilité de ses revenus et de ceux des planteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.